On lance. Je regarde combien de personnes sont présents. Attends, il y aura des gens qui arrivent dans la salle d'attente, on va peut-être attendre un tout petit Ils ont tous admis. peu. Je viens de rappuyer sur le bouton admettre tout le monde. Et en fait, ça Ok. marche que pour ceux qui sont déjà dans la salle d'attente. Donc je dois réadmettre à chaque fois que quelqu'un arrive. Ok. Bon, je crois qu'on peut commencer. Tu veux qu'on commence? Ouais, pas de Ouais, souci. Je sais pas si on attend peut-être une minute, juste le temps d'être sûr, mais comme tu veux. ouais, attends. Ouais, on attend encore une minute. Attends, j'admets, change. Bon, je crois qu'on peut commencer. Ouais. Bon, bah, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle session de la UiPath French Community. Et aujourd'hui, on a un nouveau sujet pour vous, c'est que le task mining, on va le démystifier ensemble à travers une petite présentation avec une démo, bien évidemment, pour bien avoir une idée de ce que c'est et ce que ça représente aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va commencer par une présentation de la communauté. La communauté, elle se compose de différentes régions, bien évidemment, la France et à travers le monde. On organise pas mal d'événements et on est aussi assez actif sur le forum de UiPath. On a tous les sites, je vais vous les partager directement sur la conversation afin que vous puissiez nous rejoindre. Notre French community, on est composé d'une petite trentaine de personnes qui sont assez actives, notamment 6 ou 7 MVP, bien évidemment. Nous avons deux aujourd'hui présents avec nous et on va regarder tout ça ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre directement, bien évidemment, sur le lien de l'UiPath French Community, sur le lien de la communauté UiPath dans la région parisienne. Et sans trop s'attarder, on va commencer à regarder ensemble qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous pour le task mining. Alors, la première question, bien évidemment, c'est qu'est-ce que c'est que le task mining? Et on va avoir une petite démo avec ça, afin de bien savoir de quoi on parle. On va voir à qui l'outil et pour qui, des exemples de cas d'usage et comment on peut exploiter ça et comment est-ce qu'on va utiliser nos différents résultats à travers ce projet-là. Aujourd'hui, nous allons avoir Hugo Decour, un expert, et qui va se présenter. Bonjour à tous, Hugo Drocourt. Donc moi, je travaille sur de la business automation en général depuis 4-5 ans, hein. Comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'ai commencé par la partie RPA. Et au fur et à mesure, on a rajouté, on va dire, des composants à la plateforme qu'on déploie chez nos clients et qu'on accompagne. Et ça va faire maintenant peut-être 2-3 ans qu'on travaille avec le task mining pour essayer d'identifier des choses. N'hésitez pas à poser la moindre question pendant qu'on discutera et de poser vos questions en direct, hein. Pas forcément besoin d'attendre la fin. Et ce que Hugo oublie de mentionner, c'est qu'il est aussi UiPath MVP. Ouais, C'est alors je suis notre MVP expert. sur la partie Discover depuis le début de l'année. Et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu. Mais c'est vrai, Et, c'est tout nouveau pour moi, Abdel. On n'a pas tous la chance d'avoir ça 3 fois comme toi. il n'y a pas de souci. Et moi, je serai votre host afin de bien pouvoir voir tout cela ensemble. Alors, UiPath. On va découvrir un petit peu ce que la plateforme représente et je te laisse la main, Hugo, pour faire une petite présentation de nos différents produits. Alors là, c'est juste vraiment pour vous aider à resituer où est-ce qu'on situe le task mining et dans quel cadre on va l'utiliser, hein. Donc c'est sur la plateforme complète, c'est vraiment sur la partie Discover, donc sur la partie souvent en amont des projets d'automatisation, en tout cas la partie développement des projets d'automatisation. C'est sur la brique qu'on va venir essayer d'identifier tous les cas d'usage qui pourraient être automatisés, ou en tout cas là où on a des pertes d'efficience, où on a des problèmes sur nos processus métiers. Donc l'idée vraiment du task mining, donc tu peux aller juste à la suite, hein, c'est vraiment dans le cadre d'une partie de découverte des processus, on peut s'appuyer sur cette solution-là en parallèle d'autres solutions, hein. Donc, il peut y avoir le process mining. Donc là, c'est l'étude des processus au travers des logs événementiels dans les applications. Donc l'idée, c'est de comprendre comment circule ma facture dans mes outils depuis son intégration jusqu'à son paiement. Quand le task mining, donc là, tu vas voir, il est juste sur le slide, enfin sur l'animation d'après. Le task mining, c'est plutôt sur comment je vais valider ma facture dans mon SI. Donc, ça veut dire que là, on va s'intéresser à la tâche, donc à un niveau vraiment plus bas dans l'activité, sur comment on réalise telle ou telle chose. Est-ce que pour réaliser cette tâche, je vais avoir besoin d'ouvrir un Excel, de récupérer une donnée, peut-être de modifier dans l'IHM tel ou tel champ parce que c'était pas la bonne information, pour enfin pouvoir valider ma facture et qu'elle parte en paiement. Si je reprends mon image de juste avant, c'est
J'ai ma facture qui véhicule de l'intégration, accrochage, validation, paiement. Là, on va s'intéresser à une petite partie pour comprendre comment est réalisée cette tâche et comment on va pouvoir l'automatiser. Pour ceux qui connaissent un petit peu Task Capture, un Task Mining, par moment, certaines personnes ont tendance à le confondre. On est vraiment sur l'activité en elle-même. Tu peux aller sur la suite. On a le Communication Mining. Et là, comme le nom l'explique, on est plutôt sur la découverte de comment se font les échanges entre les humains dans le cadre du processus. Et enfin, derrière, une fois que tout ça est fait, on va passer dans l'idea capture et management, où là, c'est plutôt Automation Hub, Task Capture, pour vraiment écrire sa tâche, même si je le montrerai tout à l'heure. Task Capture et le Task Mining ont une partie qui est assez commune au milieu. Tu peux avancer un petit peu. Là, donc là, c'est vraiment plutôt opportunity scoring, choix d'implémentation, priorisation et travail de la backlog. Je pense que là, j'ai rien dit de nouveau pour qui que ce soit ici, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre que le task mining, c'est une partie de la découverte sur vraiment les activités que réalisent les collaborateurs sur leur poste et comment ils travaillent de leur côté. Donc l'idée est de venir écouter un certain nombre de personnes pour raccrocher toutes ces informations pour en découler des diagrammes d'activité ou des explications de comment sont réalisées les différentes tâches. Donc, si tu vas un cran plus loin, après, là, on va juste expliquer de manière succincte exactement ce que c'est les choses, hein. Donc là, c'est pour optimiser les processus complets, donc un gros volume de processus. Quand le task mining, c'est sur la partie vraiment tâche. La communication mining sur la communication. Et enfin, le idea capture management qui sert vraiment à travailler la globalité de votre discover et de votre assessment de vos idées pour pouvoir avancer. Tu peux aller sur le slide d'après, hein, pas de souci. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je voudrais bien savoir à quoi ça ressemble. Donc Alors, là, est-ce on que vous tu a peux juste aussi en mis, parler? ouais, on vous a mis une petite vidéo, hein, pour montrer comment sont travaillées les informations. Je vous montrerai après des cas d'usage concrets, hein, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ce qu'on va appeler l'écoute, donc c'est la partie, on va dire, le temps long du projet où on va venir positionner l'outil sur le poste des collaborateurs qui vont être écoutés. On va avoir choisi les applications qu'on veut écouter et dans quel cadre. Puis derrière, ça va remonter des informations sur tous les clics et tous les champs qui ont été modifiés, hein. Donc si vous voyez un peu ce qui est fait quand vous faites de l'enregistrement de tâches ou quand vous allez regarder vos sélecteurs, c'est ces outils-là qui sont faits pour redonner vraiment cette information-là de où est-ce que j'ai cliqué, qu'est-ce que j'ai fait, pour remonter l'information vers l'orchestrateur ou votre plateforme cloud, pour avoir l'agrégation de ces informations-là au travers de l'IA quand on va vouloir récupérer les résultats, pour pouvoir agréger le tout sous forme de tâches. Donc si je prends la main, moi quand vous voyez mon écran, je pense que c'est bon, vous voyez. Oui. Donc hop, pour commencer, on a cet outil, hein, qui est l'outil d'écoute. On va venir télécharger et installer sur son poste. Donc on va avoir deux options, hein. Donc la partie capturer la tâche telle quelle, donc juste après, ou capturer plusieurs tâches. Donc ce qu'on va appeler l'assisted text mining ou l'unassisted text mining. Donc si on prend la partie non assistée, donc je veux capturer une tâche, c'est vraiment je vais vouloir créer, dire que j'enregistre une succession d'actions. Hop, je vais créer. Je vais pouvoir faire des clics, hein, on va le faire directement dans la plateforme. Moi, je clique à tel ou tel endroit. Je vais faire la succession d'actions que je veux faire. Et derrière, quand je vais vouloir, attends, d'abord que j'accepte. Faire ça, ça va pas marcher. Donc, comme il dit qu'il m'enregistre, il faut que j'accepte mon consentement pour bien valider que ce que je fais est autorisé. Derrière, quand je vais venir cliquer et faire ma succession de tâches, elle va être enregistrée dans mon task manager, que vous ne voyez pas parce qu'il est parti sur l'autre écran. Donc, on voit la succession de tâches que je vais pouvoir réaliser, qu'elle fait et comment elle vient s'enregistrer et se noter, comme vous l'avez dans le task capture habituellement. À la fin, je vais faire suspendre ou terminer. Une fois que j'ai terminé, ça pousse mes informations et ça me permet de télécharger directement ce que j'ai créé. Si je repars, hop, sur la version assisted, il faut juste que j'attende que mes actions soient chargées. Si je repars sur je vais laisser un petit peu de temps, sur une exploitation de plusieurs tâches, là c'est un mode de fonctionnement différent, c'est un mode de fonctionnement plutôt sur le temps long, où je vais pouvoir enregistrer tout ce que je fais et tout ce que je veux faire. Donc si je le fais, hein, je lance. Je dis que je l'autorise, je suis ajouté à un projet qui existe ou non, voilà, je démarre. Là, ça va enregistrer un certain nombre de tâches. Je peux toujours le suspendre, hein. Donc, si à un moment ou un autre, j'ai pas envie d'être enregistré parce que je vais faire quelque chose de personnel ou autre chose, je peux l'arrêter. Sachant que je vous montrerai, on peut choisir quelles sont les applications qui sont écoutées et ce genre de choses. Et on peut l'arrêter quand on veut. Et derrière, on va voir apparaître en fait sur les différentes applications le petit logo du Task Manager là qu'on voit ici. Je sais pas si ça se voit clairement. Vous voyez bien mon écran ou pas, parce que c'est peut-être un Oui, peu oui. petit. Et du coup, il va être grisé quand il n'est pas en écoute
ouvert quand il va écouter la solution ou l'application que je veux vérifier. Voilà, ça permet vraiment de faire tout ça. Et du coup, ça permet de remonter en fait les résultats au fur et à mesure de ce que j'ai fait. Je vais juste l'arrêter pour ne pas ralentir mon poste, mais voilà, on va l'arrêter une petite heure, je l'arrêterai tout à l'heure. Donc voilà, après comment ça se passe de l'autre côté, un côté administration. Donc vous avez sur l'orchestrateur, hein, ça va se retrouver derrière More Options, vous avez le task menu, c'est accessible à cet endroit-là, après on peut toujours le déplacer, mais par défaut, il va venir s'installer ici. Vous allez avoir l'entièreté de vos projets qui vont être disponibles, et après vous allez pouvoir voir comment l'administrer et comment on le fait. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, à chaque fois, vous allez avoir un petit résultat de combien d'actions ont été enregistrées, la durée globale et la possibilité de lancer une analyse. Ça, j'en parlerai après, et qui permet en fait de voir le résultat de ce qui a été fait. Derrière, on a une vision des différentes personnes qui ont été écoutées. Dans mon cas d'usage, vous imaginez bien que je ne vais pas vous montrer des vraies activités, des vraies personnes. Donc, c'est une personne invitée qui était un robot où on voulait voir comment nous ressortait l'information de ces activités. Le total du temps écouté, on va retrouver après les mêmes informations que juste au-dessus, avec les informations de qui a été enregistré, ainsi de suite. Derrière, les outils qu'on a planifiés, qu'on a demandé à écouter. Donc là, vous voyez que moi, j'ai écouté Internet Explorer, un outil Citrix, parce que je voulais vérifier que Citrix était bien écoutable et les applications qui tournent à travers Citrix sont bien écoutables avec le Task Mining, un Chrome et d'autres applications, mais qui sont exactement les mêmes, c'est juste une question de par quoi on l'utilise. Derrière, on a un petit récap de ce qui a été écouté pour chacune des applications. Donc on a la somme globale et après le maximum et le minimum selon les personnes. Moi, j'ai écouté qu'une seule personne, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. On a la notion d'utilisation par jour et où et quand ça a été utilisé. Et enfin, la partie plutôt tâche, une fois qu'on a lancé l'analyse, pour vérifier ce qui a été ressorti par l'outil. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie dashboard, visualisation de ce qu'on a fait. Mais quand on lance le projet, la première chose qu'il va falloir définir, c'est là qu'on va arriver dans l'équipe, c'est qui je vais vouloir enregistrer et à quel moment je vais lancer les choses. Donc vous allez devoir inviter les personnes. Donc on invite, on écrit la liste des personnes qui sont définies. On va choisir un peu de contextualisation du message qu'on va envoyer et le mail qui va partir. Donc le mail peut partir de deux façons, avec ou sans le MSI d'écoute. L'idée étant, si vous êtes dans une entreprise ou que vous avez l'habitude de faire des installations par des admins, des choses comme ça, et qu'on n'envoie pas de MSI parce que les gens ne sont pas capables de l'installer, on ne l'envoie pas. Sinon, tu envoies le MSI, la personne reçoit l'invitation en disant qu'elle est ajoutée à l'équipe, le télécharge, a l'information dans le message de ce qui est, pourquoi elle reçoit ça, et ça lui permet de démarrer directement, de s'inscrire. Voilà, donc ça c'est la première partie, la partie plus importante, de qui je vais écouter et comment ça va être. Une fois que les gens sont préparés, on peut aller démarrer le recording. Donc souvent on le fait une petite réunion pour lancer les choses, hein. On ne fait pas ça à la hussarde dans son coin, mais on lance le recording pour pouvoir commencer à écouter, après avoir expliqué aux gens le contexte, comment ça allait se passer, et qui pouvaient de leur côté arrêter à n'importe quel moment, leur expliquer que toutes les applications ne seront pas écoutées, mais on en parlera sur la partie settings, et ainsi de suite. Après, on va nommer les personnes qui vont pouvoir, eux, vérifier les résultats et récupérer les résultats. Donc c'est la partie plutôt business analyst du projet. Et une fois qu'on a fait ça, après, il ne reste plus qu'à faire la partie settings. Dans la partie settings, vous avez une chose intéressante, c'est sur aussi la partie export des informations et ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez activer maintenant un masking qui permet de cacher toutes les informations qui pourraient être critiques. Par exemple, maintenant, ce n'est pas le cas auparavant, dès que vous allez renseigner un mot de passe, renseigner un password, vous renseigner des choses comme ça, ça va être épuré de la vision et ça va être masqué directement sur la capture qui va remonter. Ça permet d'avoir des choses un peu plus propres. Vous allez pouvoir définir les applications qui vont vouloir être écoutées. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Moi, j'avais mon Citrix, j'avais mon Explorer, mon Chrome, et j'avais nommé l'application en exe de l'application que je voulais lancer à travers mon Citrix. Comme ça me permettait de voir sous quel nom ça allait apparaître et comment on allait pouvoir capter le bon nom d'exécutable que je voulais lancer. Sachant que on va vous déconseiller de lancer chrome.exe et d'exécuter tout ce qui passe dans Chrome. On va plutôt vous dire, écoutez les URL qui correspondent au projet que vous voulez faire. Donc, vous avez la possibilité, quand vous ajoutez une application, ou d'ajouter directement le nom de l'exécutable ou le site sur lequel vous voulez écouter les choses. L'idée étant, quand les collaborateurs travaillent, que la personne lance une vidéo sur YouTube pour écouter de la musique pendant qu'il travaille, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le mettre. Je vais mettre vraiment son Outlook, parce que c'est peut-être là-dessus qu'il interagit, l'URL de l'application sur laquelle je veux voir comment il travaille, et les applications clients lourds qui vont m'intéresser, que ce soit peut-être Excel, que ce soit Notepad, ainsi de suite, mais les applications vraiment utiles et qui vont vouloir être écoutées. Rien ne sert d'écouter toutes les applications ou de mettre ça de manière un peu violente et de récupérer à la fin des logs qui ne seront pas forcément pertinentes lors de l'analyse. Et au-delà de ça, on peut aussi dire des applications que je ne veux pas écouter.
Sachant que ça, il y a 2 possibilités, c'est ou moi je définis dès le départ des applications qu'on ne va pas écouter, et même si la personne me le demande, bah, elle ne sera pas écoutée, ou alors la personne de son côté va dire: «Bah, en fait, moi je voudrais qu'on n'écoute pas peut-être un lien ou une application qui ne pourrait ne pas être pertinente dans le cadre de l'analyse». Donc à chaque fois, les choses sont et managées par les administrateurs, et au-delà de ça, les utilisateurs peuvent décider de ne pas écouter telle application ou de rajouter ou de demander à rajouter une application parce qu'ils considèrent que c'est pertinent dans le cadre du projet qui a été fait. Et enfin, on a une partie sur, la partie, collecte des données et récupération. Donc on va pouvoir demander tous les combien on redemande le consentement aux utilisateurs. Ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai coché la case. C'est important en fait pour ce genre de projet que les utilisateurs soient, actifs et soient, proactifs sur, pourquoi on a lancé ce projet-là et comment on veut le faire. Donc, redemander le consentement, leur rappeler que c'est écouté, que c'est supervisé, ben ça rentre juste dans un mode où on est vraiment proche d'eux et qu'on n'est pas là pour les fliquer, pour, les vérifier qu'ils travaillent bien en distance, quand ils sont en télétravail. On est là pour essayer de comprendre comment se réalisent les tâches et comment améliorer les choses. Et au-delà de ça, derrière, on peut anonymiser les résultats. Moi, c'était pas pertinent dans mon cas parce que j'avais qu'un seul utilisateur, donc on ne peut pas anonymiser grand-chose. On savait quel utilisateur écoutait, mais on peut anonymiser, donc on ne sait pas qui a remonté telle ou telle trace. Ça permet de ne pas, faire du flicage. Voilà, c'est souvent le coche, il y a pas de souci. Une fois qu'on a, ces choses-là, vous voyez ici, on avait une petite, timeline, enfin une timeline, une jauge d'activités et de clics qui peuvent être, qui ont été écoutés, qui sont remontés. Donc il vous conseille, c'est bien écrit là, d'avoir au moins 50 000 actions. Donc 50 000 actions, 50 000 clics, 50 000, navigations, 50 000 actions avant de lancer l'analyse. Pourquoi? Ben, pour essayer d'avoir un ensemble de données suffisantes et cohérentes pour pouvoir retracer toutes les activités qui ont été faites. Moi, dans mon cas d'usage, j'avais pas besoin d'attendre et j'avais pas envie d'attendre, en 31 heures, j'en avais 10 000, ça m'aurait pris un temps fou à attendre pour avoir les résultats, donc je l'ai lancé un peu plus tôt. Mais l'idée est vraiment d'attendre d'avoir un certain nombre de traces pour avoir un résultat qui soit cohérent et concret. On a le petit bouton qui est ici, donc faites attention, hein. Le petit bouton, c'est là que ça consomme les AI units, donc on ne clique pas pour rien, on ne clique pas trop tôt, faites attention. Donc là, ça va consommer les 5000 AI units, qui vont être nécessaires pour lancer l'analyse et récupérer les résultats. Donc après, une fois que vous avez cliqué sur l'analyse, je l'ai pas attendu, l'événement pour le faire parce que sinon ça allait être, trop long, mais ça va prendre un certain temps pour récupérer en fait toutes les logs, les analyser à travers d'une IA pour ressortir un certain nombre de diagrammes d'activité et de résultats. Je vais directement aller dans les résultats. Vous avez ici dans les résultats la date à laquelle je l'ai lancé et les résultats et la possibilité de l'ouvrir et d'aller voir ce qui s'est passé derrière. Donc moi, sur mon analyse, on retrouve 2 tâches qui ont été identifiées, correspondant à mes 10 132 actions qu'on avait tout à l'heure. On va retrouver toujours la notion de quelles sont les applications utilisées et à quel moment. Donc moi, on a 76 de l'application qui est, ouverte via Citrix, 15 de mon Chrome et un petit peu d'Internet Explorer. L'analyse a été lancée à la date où c'est écrit, on a le time record et derrière, on peut aller voir les résultats et regarder à quoi correspondent les tâches qui ont été analysées. Donc quand je clique sur une tâche, on va pouvoir revoir les variants et les différentes traces associées à chaque fois de ce qui a été fait. Donc ça permet vraiment, si je reviens au niveau variant, de voir, les différentes traces d'activité, hein. Donc qu'est-ce que ça a été fait, comment ça a été réalisé, et au-delà de ça, de voir là où on bifurque et là où on peut voir différentes choses. Donc l'idée est vraiment de pouvoir avoir un diagramme comme ça qui soit propre, qui soit efficace, qui permette de comprendre ce qui a été fait, et au-delà de ça, d'aller voir potentiellement le détail de ce qui a été fait dans les différentes tâches. Donc on va retrouver un peu ce que vous aviez l'habitude de voir au travers de comment ça s'appelle, du task capture, une information des différentes traces qui ont été réalisées et de comment ça a été fait avec des petites captures, des petites choses qui ne sont pas affichées, et ainsi de suite. Donc, ouais, vous voyez, hein, mon activité est principalement de la navigation et de la vérification. Mais voilà, c'est un suite d'activités. À la fin, hop, il ferme et il repasse à autre chose. On va aller voir du coup les différentes traces. Donc on voit différentes exécutions qui correspondent à exactement la même trace que celle que j'ai eue, avec la possibilité d'aller les regarder, d'aller voir les différentes exécutions, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été fait. Moi, mes activités étaient vraiment très très proches parce que c'est un robot qui va venir faire réaliser la même chose plusieurs fois d'affilée. Mais on peut avoir des choses avec des toutes petites variantes. Des fois, on va voir la personne, elle va suivre sa facture, si je reprends toujours mon exemple de tout à l'heure, ben, le tarif a changé. Donc elle va devoir ouvrir le référentiel pour retrouver la valeur du nouveau prix affiché pour être sûr que c'est bien le bon prix dans sa facture et valider ou invalider la facture. Ben, ça, c'est des choses qui vont varier parce que le reste du temps, en fait, l'accrochage se fait naturellement et de manière linéaire. Il n'y a pas cette action-là.
Là, on va venir regarder cette action-là, comment on pourrait faire pour réduire cette activité-là. Est-ce que la donnée, il faudrait peut-être le DT? Là, on part vraiment sur un projet d'amélioration. Derrière, on va voir le deuxième variant qu'on peut afficher. Donc là, on voit que ça change. Donc, lui, il était là 46 fois, un peu moins, mais toujours quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui me permet de voir en fait à chaque fois les différentes traces et aussi la possibilité d'exporter ces traces. Pourquoi on va les exporter, comme pour tout? Je peux exporter directement dans un PDD. Donc, je veux dire que cette trace-là, je veux automatiser ce geste et je veux commencer à écrire ma spécification. Hop, je peux exporter mon PDD. Au-delà de ça, je peux peut-être faire commencer le squelette de mon processus. Je peux l'exporter en XAML, un CSV ou directement, le pousser dans Automation en disant cette action-là, ça vaudrait le coup de la cesser et de travailler sur est-ce que ça vaut le coup de l'automatiser. Voilà, on a aussi le bouton directement pour le réaliser. On a vraiment la possibilité, comme sur un task capture, d'exporter les documents et d'exporter la trace qu'on a fait directement dans des outils proprement de UiPath, ce qui permet de gagner du temps. Je ne sais pas si jusque-là c'est clair, il y a des questions. Oui, Nous avons une question j'ai vu Mathieu. de Mathieu, Euh, oui. du coup, oui, parce que tant que tu n'as pas fait les questions, tu as juste accès aux 3 premières pages. Ils disent le nombre d'activités, le nombre de clics, mais tu n'as pas accès aux informations. Donc c'est vraiment quand tu lances l'analyse que ça te crée en fait ton résultat avec les tâches. Et forcément, s'imagine bien, si on pouvait déjà accéder à tout dès le départ, l'analyse ne servirait pas à grand-chose. Donc oui, c'est bien au moment de l'analyse en fait que l'IA va venir agréger toutes les logs informations qu'elle a récupérées pour en réaliser les diagrammes d'activité et pas avant. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si on n'y répond pas là tout de suite en live, on y répondra à la fin de la session quand même. Je laisse Est-ce que finir. je- est-ce que j'ai déjà des refus d'utilisateurs? Oui, forcément, on a déjà eu des utilisateurs qui disent non, c'est pour me fliquer, je veux pas travailler. Après, il y a ça c'est la réponse de base avant qu'on leur explique souvent, c'est ah, j'ai pas trop envie. Après, il peut y avoir la réponse de oui, d'accord, on va le faire, parce qu'on vient de le faire. Mais en fait, je l'active jamais, je désactive à chaque fois quand il se lance. Et c'est entre guillemets plutôt la version d'émission silencieuse. Ça aussi, ça peut exister. C'est pour ça que je voulais en parler plutôt à la fin, mais il n'y a pas de souci. C'est que le projet en lui-même, pour qu'il soit réussi et qu'il y ait des bons résultats à la fin, il faut que ça vienne du métier. Nous, on a plein de cas d'usage où c'est le métier qui disait mon application ne répond plus à mon besoin et je voudrais qu'on l'automatise, qu'on voit comment faire. Là, ils sont forts de proposition, ils vont se connecter, ils vont vouloir nous montrer que ça marche pas et que ça correspond pas à ce qu'ils ont besoin. Là, c'est pertinent. Quand c'est on est en train de repenser l'expérience utilisateur de l'application dans le cadre d'une refonte, là, souvent, ils sont plutôt proactifs pour montrer comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les activités qu'ils font le plus fréquemment, pour pouvoir remonter cette information-là aux développeurs pour avoir une solution qui est conforme à la fin. Ça aussi, ça marche très bien. Par contre, si on en est dans le sens, je veux venir comprendre pourquoi vous travaillez mal et vous ne faites pas les choses et je vous l'impose, là, comment dire, l'adoption, l'adhésion, elle va être un peu plus complexe et vous allez sûrement vous retrouver à attendre 6, 7, 8, 9 mois pour avoir suffisamment de clics pour pouvoir gérer les choses. Donc, ça doit être des projets qui viennent du métier, qui viennent des utilisateurs pour avoir un résultat, une adoption et quelque chose de concret. Mais oui, toujours des gens qui disent non parce qu'ils n'ont pas envie. C'est pour ça qu'on va faire un pool d'utilisateurs et pas un seul utilisateur pour se dire peut-être que lui, il n'est pas d'accord, il est réfractaire, mais il y en a peut-être d'autres qui, eux, vont être volontaires et force de proposition. Donc, si je reviens après, j'avais une deuxième tâche, mais ça va être à peu près la même chose. Vous allez voir, celle-là, elle est encore plus droite. Il y a juste une petite bifurcation ici avec le fournisseur à choisir, mais voilà, ça me permet vraiment de voir les différentes variantes, à chaque fois, les différents clics, les différentes traces, et de comprendre ce qui a été fait. Pour le coup, là, c'était une application où on se rend compte qu'en fait, on passe son temps à se connecter, à se déconnecter de l'application et à choisir le rayon sur lequel on travaille. Ça, c'est qu'on va dire, mais quand on a repensé l'application, la nouvelle et multi-rayon, multi-fournisseur, ça permet d'avoir quelque chose de vachement plus intéressant. Hop, hop, hop. Quel est le niveau de test mining avec l'Automation Suite en comparaison avec la version cloud? Ça, c'est une bonne Euh, question. C'est une très très bonne question. Alors, j'ai pas encore eu d'occasion de le lancer sur une version suite. Alors, pour le coup, la partie écoute sera la même, donc c'est pas ça qui va changer, c'est plutôt sur la partie analyse. Pour moi, l'analyse, c'est un modèle qui est déployé, donc si tu l'as déployé, ça va être bon. Peut-être que tu risques d'avoir des latences sur la version Automation Suite, mais
instinctivement comme ça, je dirais que, à part la latence d'analyse qui risque d'être peut-être un peu plus longue, mais qui est déjà pas quelque chose d'instantané, je suis pas sûr que tu aies quelque chose de très différent, parce que l'écoute en elle-même, c'est là que ça va vraiment se jouer, c'est qu'est-ce que je sors comme analyse et comme information que je remonte sur ma connexion, sur l'orchestrateur cloud ou sur sur la partie suite. Derrière, tu as récupéré toutes les logs, tu les as tracés, tu viens faire ton analyse et déclencher ton analyse. En elle-même, le moteur, c'est le même. Après, tu n'auras peut-être pas la toute dernière version, mais tu auras quelque chose qui sera déjà pertinent. À voir quelle version tu as d'Automation Suite et si ça inclut ou pas les dernières évolutions qui auraient pu être déployées. Sachant que des évolutions, où il y en a quelques-unes qui arrivent assez fréquemment. Ok, merci. Bon, juste pour réagir sur la question sans écrire. Au niveau de latence, là, tu évoques latence, ça serait exactement à quel niveau? J'ai pas bien compris. Alors, c'est quand tu vas, tu arrives ici, tu veux, sur ton projet, lancer l'analyse. Forcément, l'analyse va agréger, va retravailler un certain nombre de données. Donc, c'est pas instantané. Quand tu cliques sur Run Analyse, tu as ton analyse. Il y a un délai entre les deux. Ah, ok. Mais c'est pas à Ah non, l'utilisation au quotidien, non. quoi. En fait, l'outil, je vais le rouvrir. C'est pas quand j'ai entendu analyse, j'ai entendu l'analyse que fait Non, Task Mining. non, non, après, non, non, c'est vraiment sur l'outil de test. L'outil en lui-même, quand il est chez toi, il va envoyer les choses et quand il n'a pas de réseau ou des choses comme ça, il va les envoyer un peu plus tard. Il les conserve avant de les envoyer, mais il n'y a pas de. Ça, c'est transparent pour l'utilisateur. C'est vraiment quand tu vas vouloir lancer l'agrégation de tes logs et encore plus si tu as un nombre important d'informations à traiter, que le temps d'analyse et d'agrégation, de création de tes différents tasks va prendre plus de temps. Et au-delà de ça, plus tu as tâches différentes qui vont être identifiées et processées, plus ça va prendre un petit peu de temps à traiter. Très, très bien, merci. Je profite pour rester dans la question d'Automation Suite, pour pas trop changer de sujet. Désolé, après je passe la balle. Euh, tout ce qui est sécurité d'information, là on évoquait l'anonymisation, tout ça, et à quel point avec Automation Suite, parce que moi j'ai un client qui est sur Automation Suite, tout change. Est-ce que c'est tout à fait fiable? Est-ce que c'est pareil que le cloud? Est-ce qu'il y a un niveau de sécurité qu'on peut plus ou moins prouver ou évoquer? Alors, les flux sont toujours cryptés cryptés de la même façon, donc ça, il n'y a pas de souci. Sur la partie anonymisation des logs, ça date d'il y a un certain temps que c'est disponible, donc tu l'auras quasi à coup sûr sur Automation Suite, même s'il faudrait peut-être checker ça. Après, une fois que tu reçois les informations, la partie masquage des informations critiques, ça aussi, ça y est depuis un certain temps, donc c'est pas dans les dernières évolutions, ces choses-là. Ok, Donc si on part du principe de ce que je disais, que Automation Suite n'a peut-être pas toutes les dernières updates, mais à une version quand même assez récente de la plateforme, il n'y aura pas quelque chose de très très différent. très bien. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui me semble un petit peu logique aussi, c'est pourrait-on se servir des traces pour faire de la documentation? Mathieu, si tu veux couper ton micro et poser la question, si tu as d'autres choses à ajouter. Alors, je vais répondre un oui, Ouais, exactement. Tu cliques, tu choisis ta trace, hein, donc tu vas véhiculer, tu vas regarder toutes les traces une derrière les autres, et hop, tu as le petit bouton, c'est ce que je disais, exporter. Et soyons fous, on fait un PDD. Ça vous va ou on fait un. Allez, on va faire un vas-y. PDD. Soyons fous. Forcément, ça s'ouvre sur un autre écran. En fait, hormis le fait que ce soit utilisé pour la documentation, ça permet aussi d'avoir de la doc sur des processus qui sont incomplets, par exemple. Et aussi, il y a des cas d'usage où on aurait les personnes qui sont responsables ou qui ont créé l'applicatif n'ont pas mis à jour depuis un certain temps la documentation. Là, pareil, task mining et task capture d'ailleurs, on pourrait les récupérer et en faire de la documentation comme ce que Hugo est en train de nous montrer. Ouais, ça le fait directement, hein. Après, pareil, hein, je trouve pas ça toujours que ce soit les docs les plus propres du monde, hein, celles qui sont générées, donc Non. ça nécessite toujours d'être repassé dessus, mais ça a déjà l'avantage d'être quelque chose qui démarre. Et après, rien n'empêche de rajouter des informations et de travailler. Et pareil pour la manière d'utiliser task mining de manière attended. Donc, je choisis de générer mon geste et après, je le génère. Pareil, je peux l'exporter, le travailler et le faire. L'avantage, c'est que ça l'upload directement sur le- l'orchestrateur cloud ou l'Automation Suite pour pouvoir permettre de créer directement mon cas d'usage dans Automation Hub, le cas échéant. Parce qu'il y avait l'export, mais il y avait aussi vers Automation Hub directement où là, je vais ouvrir le menu, commencer à renseigner les choses. Je ne peux pas le faire là parce que
va commencer à créer des choses qui n'ont pas besoin dans Automation Hub, je me ferai taper sur les doigts, mais voilà. Après, il faut toujours garder en tête qu'il y aura de la customisation à faire si vous voulez en générer en fait de la documentation. Et bien évidemment, c'est votre besoin. Comme là, Hugo vous a bien expliqué, ça dépend de l'output que vous voulez. Alors, je vois qu'on a une autre question qui est arrivée sur Task Capture. On a la possibilité d'utiliser notre propre template de PDD. Est-ce possible avec Task Mining? Sur celui-là, je vais prendre la question et je te répondrai. Après, c'est vrai, parce que j'ai pas l'impression. Enfin, si ça ne l'est pas, ça doit être dans la roadmap, je dirais. C'est quelque chose d'assez logique, mais j'ai jamais. Enfin, sur l'environnement où j'ai du task mining, on n'a pas de template là-dessus, puisqu'on utilise encore un autre format que le PDD pour la réalisation des tâches. Mais ça peut être ça me paraîtrait logique que ça s'appuie sur le même template. Voilà. Et du coup, je sais pas, souris qui ne marche plus. L'idée derrière étant vraiment d'avoir la trace, d'avoir les possibilités, de pouvoir nommer vos tâches, de pouvoir analyser vraiment de manière fine ce que vous voulez faire. Donc en fait, si je reviens sur un projet, on va avoir différentes choses qui vont se créer, hein. Donc il y a la notion des tâches, hein, c'est celle que j'ai créée tout à l'heure. Non, c'est quelqu'un d'autre, mais la possibilité de créer vos propres recordings pour avoir des projets, hein. Donc je crée mon propre test en mode assisté. Ça crée après derrière ma trace et on ouvre quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de vraiment très proche de Task Capture. Pour ceux qui posent des questions. Et gardez aussi en tête que si vous voulez l'utiliser, il faut faire bien attention à vos AI units. Comme l'a mentionné Hugo, c'est 5000 d'un coup. Et de mémoire, je crois qu'on en a 600 en communauté, c'est ça? Alors, communauté, c'est pas exactement celui que je maîtrise le mieux, mais ouais, de tête, c'est ce que j'aurais dit aussi. Toi, tu es en licence quoi actuellement? Ouais, non, celui-là, faut pas. Là, ils ont un petit Ah, ok. million d'AI unit. C'est pas. Ok, mauvais exemple là. Du coup, vous pourrez. Enfin, il faudrait peut-être faire le test avec la licence communauté pour voir ce qui en est possible. Mais quand vous allez lancer vos différentes analyses, ayez toujours en tête cette idée que on ne pourra pas le retester N fois. C'est vraiment, ça va être limité. Et vraiment choisir ce que vous voulez analyser. Ok. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais nous montrer, Hugo? Non, je pense qu'on est à peu près bon sur la totalité, hein, mais Ouais. Ok. n'hésite pas. J'arrête mon partage, je te Du coup, laisse reprendre la main. Ouais. merci. Donc, du coup, là, on était sur la petite démo que Hugo nous a montrée avec beaucoup d'explications qui vont nous expliquer la suite de la présentation. Comme ça, vous pourrez directement comprendre l'aspect technique derrière chaque étape de notre présentation là. Donc là, on va aller directement. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Pas encore. Encore et maintenant? On voit que tu as commencé un partage. Ouais, ça y est. Ah, ok. Est-ce que c'est le bon écran, moi? Ouais, c'est bon, on voit la Super. présentation. Ok, du coup, là, on était sur la partie démonstration, comme je vous l'ai dit. On va aller plutôt parler de la continuous discovery. En quoi est-ce que ça serait utile? Et je te laisse la main, Hugo, pour aller plus en détail. Ouais. Là, on est plutôt dans l'usage, à quel moment on va l'utiliser et dans quel cadre, hein. Donc l'idée, enfin, comme on l'a dit auparavant, hein, c'est plutôt, on est à l'étape de découverte, d'essayer de comprendre et d'essayer d'analyser ce qui est réalisé ou comment c'est réalisé dans l'entreprise ou en tout cas sur l'équipe qui m'intéresse. On est vraiment dans la partie, j'essaie de comprendre et bien comprendre. On va parler souvent de continuous discovery parce qu'une fois qu'on a commencé à analyser, découvrir, comprendre les choses, hein, donc on lance les différentes analyses, hein, que ce soit le communication mining, task mining ou process mining, on va en comprendre, en analyser des choses, en tirer potentiellement des actes et des choses à réaliser pour améliorer les choses. Mais une fois qu'on a réalisé ces actions, c'est pas là que ça s'arrête. Parce que c'est pas parce que vous allez régler un problème dans une équipe que vous n'avez pas juste déporté les choses dans l'équipe d'après ou que vous n'avez pas juste déversé ce trop-plein autre part. Donc l'idée est je découvre, je vais essayer de comprendre, essayer de voir comment je peux améliorer les choses et comment je peux soulager les différentes personnes que j'ai face à moi avec du RPA, avec autres solutions certaines fois. Je mets en place ces choses-là, mais derrière, je vais venir recommencer à découvrir pour voir si ce que j'ai fait a porté ses fruits. C'est une fois que j'ai mis en place mes premiers automates ou mes premières corrections, mes premières analyses, comment je viens être sûr que ça s'améliore bien et ça continue de s'améliorer et que je suis pas en train en fait juste de pousser la poussière dans une autre équipe ou sous un autre tapis. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de toujours vous poser la question de
que j'ai fait, est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que cet impact est bénéfique globalement et pas juste à l'endroit où je voulais le faire? Donc ça va être des fois, j'ai découvert des choses avec du task mining, je mets en place un automate ou des actions pour améliorer les choses, mais peut-être que je vais derrière revenir vérifier au travers du process mining que c'est pas sur une autre étape de mon processus macro que j'ai des problèmes aujourd'hui. Et au-delà de ça, dans le process mining, vous allez découvrir que ça serait intéressant d'automatiser telle étape. Ah ben ça là, ça vaut le coup de maintenant de lancer du task mining sur cette équipe-là pour comprendre comment ils réalisent cette tâche et comment on pourrait leur permettre d'aller plus vite ou soulager ce problème. Quand je dis soulager le problème, c'est que toujours, c'est pas forcément en automatisant qu'on va régler un problème. Peut-être c'est un problème de qualité de données, un problème d'outils, un problème de fonctionnalité, des choses à changer qui peuvent être non RPA ou automatisation, mais plutôt du vrai projet de change ou d'évolution ici. Tu peux continuer. Donc là, on parle principalement d'une méthodologie, voire une façon de penser. C'est un mindset qui ne se limite pas à tout automatiser sans trop regarder quelles sont les conséquences, mais de regarder vraiment la source et comment justifier l'étape suivante. Enfin, comment est-ce qu'on va procéder? L'action plan qu'on va mettre en place dépendra des informations récoltées. Comme tu dis, si c'est si c'est du junk data ou des data qui sont pas très propres, on va dire ça comme ça, là, s'orientera plutôt sur du nettoyage de données. C'est bien ça? C'est ça, du nettoyage de données ou des fois juste gentiment expliquer à l'équipe d'après qu'il faut qu'ils arrêtent de saisir n'importe quoi parce que chez nous, ça a un impact. Ça arrive, hein, de temps en temps, on voit pas hein, l'impact. On fait des choses, ouais, c'est bon, ça passe si je fais ça, ok, je le fais. Ouais, c'est pas parce que tu as renseigné zéro comme prix que c'est toi, tu as passé ton étape, ça a validé. La personne derrière, elle est peut-être impactée parce qu'elle doit aller rechercher le tarif qui n'est peut-être pas chez elle, qu'elle doit aller chercher autre part et qui, elle, va avoir encore plus d'impact. Souvent, c'est ce petit effet domino. Ouais. Moi, pour valider mon étape, je peux mettre n'importe quoi, c'est pas important. Ouais, sauf que ça a un impact peut-être sur une autre équipe et ainsi de suite. Et ça, des fois, c'est juste on met les personnes autour de la table, on leur explique pourquoi c'est important pour le suivant. Ah oui, je vais le faire à l'avenir. Et tu te dis, depuis, j'aurais pu le faire. Mais Ouais. voilà, c'est des petites choses, mais au plus important, enfin, plus on avance hein, comment dire, dans des plateformes importantes ou dans des clients qui sont de plus en plus matures, plus on découvre que les automates, les candidats automates qui arrivent, ben, pas forcément si simple à mettre en œuvre, mais demandent plutôt à se mettre en relation avec d'autres équipes, comprendre pourquoi, essayer de voir l'impact. Et ainsi de Ok, en gros, on pourrait peut-être dire c'est un means to an end. En gros, c'est quoi le problème et quels sont les moyens de justifier nos différentes actions et comment leur expliquer à la personne d'après, ou que ce soit même un accompagnement, comme tu dis, de bout en bout pour le client et ou pour l'équipe en elle-même, pour leur montrer le point suite. faible qu'on a et on va pas dire de tenir par la main pour avoir une meilleure solution, mais genre voilà, ça c'est pourquoi ça marche pas bien au moment T et comment est-ce qu'on pourrait le résoudre ensemble. Donc avec ceci, on revient à la présentation. Là, on va plutôt parler du life cycle dont tu viens de nous expliquer dans la slide d'avant. C'est ça. Après, ouais, sur le slide, on parle plutôt de dans quel cas d'usage on va essayer de déployer le task mining. Donc, moi, jusqu'à maintenant, les demandes qu'on a, c'est plutôt. Tu peux aller sur le slide d'après. Hein, je sais On peut y pas aller? si c'est. Ouais, vas-y. Ok. Je suis sûr que c'est bien celui-là que j'ai pas mis autre chose entre deux. Ouais, non, après là, c'est juste comment ça peut marcher et comment on implique. Je découvre avec plusieurs sources d'entrée potentielles l'outil qui peut être central ou qui en tout cas est pertinent pour ce genre de choses, Automation Hub pour identifier, savoir si ça vaut le coup d'être automatisé ou si ce n'est pas de l'automatisation, optimiser les process des fois aussi et accélérer et essayer d'aller vers la solution. Je pense que là on a déjà rabattu les choses, rebattu et réexpliqué, mais n'hésitez pas. Après là, c'est chaque client aura son besoin et il pourrait supprimer et ou ajouter des étapes, c'est bien ça? C'est En ça. fonction du budget, bien évidemment. Du budget, du mode de fonctionnement. Il y a des équipes qui sont très centralisées, d'autres qui ne le sont pas, des équipes qui chacun travaille dans son côté. D'accord. Là, c'est plus une question de contexte. Après, on peut aussi dire que à faire de l'opportunity scoring peut aussi être un sujet directement à aller avec soit l'Excel que UiPath propose ou d'autres solutions pour venir dire est-ce que ça vaut le coup d'être automatisé? Est-ce que moi, dans mon entreprise, je vais aller regarder les OKR de la boîte si c'est lié à ça? Est-ce que j'ai des objectifs chiffrés de minimum pour démarrer un robot? C'est vraiment plus une question de culture ou une mode de fonctionnement à mettre en D'accord. œuvre avant. Mais Ok.
Là-dessus, Alors, n'hésitez pas, hein, on peut refaire un point de 2 heures là-dessus. j'imagine, ouais. Donc là c'est bien beau en fait d'avoir la partie théorique et la chose qui nous intéresserait le plus, c'est peut-être des cas d'usage que toi tu as mis en place par exemple. Ah, c'est ce que je disais, hein. Les premières questions qu'on a eues, nous, c'est sur l'usage et la qualité ou pas de l'expérience utilisateur sur certaines applications. Donc c'était, ben, on a des applications legacy, les gens qui l'ont créé, les gens qui travaillent dessus, ben, connaissent plus maintenant tant comment fonctionne le métier. Le métier a pu évoluer, le fonctionnement a pu être différent, mais l'application, elle est restée telle quelle. On l'a fait plus évoluer parce que, ben, on se dit que c'est un vieux nanar, ça a fonctionné pendant 50 ans, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Bah, des fois, ça vaut le coup de venir analyser, de comprendre comment ça fonctionne et comment les gens l'utilisent aujourd'hui. Refaire un état des lieux de bah, aujourd'hui, l'application, voilà les tâches que les gens réalisent, leur analyse de tâches directement dans les résultats de mon task capture, de mon task planning. Je vais pouvoir aller regarder ben, où est-ce que c'est inefficient, est-ce que je vois des endroits où ils perdent vraiment de temps. Allez, on va avoir trouvé sur une action qui va s'appeler login. On va l'appeler login parce qu'on voit bien que c'est juste la connexion. Ah oui, sur 50 heures d'écoute, on voit qu'ils sont passés quand même 10 heures à se loguer. Est-ce qu'il n'y a pas un souci là-dessus? Ah oui, c'est vrai que l'application, au départ, elle était sur chaque poste. Maintenant, on l'a positionnée dans du Citrix, donc chacun doit se connecter à Citrix, puis lancer l'application, puis se reconnecter dans l'application, puis enfin pouvoir choisir l'endroit où il travaille. Ouais, ça commence à être clairement peu ergonomique et devenir quelque chose d'impactant en fait sur la productivité de mes équipes. Alors, on va pouvoir commencer peut-être à réfléchir à changer ce mode de fonctionnement. Comprendre des process laborieux. Les équipes se plaignent que c'est depuis la migration sur allez, on est fou. Sur le RP Cloud, alors qu'avant ils étaient sur du e-business suite, bah, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de créer un litige. Ah, pourquoi? Pourtant, on avait travaillé le process quand on a mis en place le RP, tout semblait être propre. Ouais, mais ça vaudrait le coup quand même de voir comment eux l'utilisent. Ok, bah, on va aller venir écouter les personnes qui sont en train de créer des litiges pour comprendre comment ils réalisent les choses. Ah ben oui, en fait, on a oublié une étape. Quand on a créé le processus, on a oublié une étape qui doit être faite. Donc en fait, ils passent leur temps dans l'outil à naviguer entre l'application qu'on leur a créée et des Excel pour tracer des choses, pour pouvoir faire du suivi. Ah, on va peut-être repenser un peu le process et venir rajouter cette étape-là ou venir repenser avec eux, le retravailler. En fait, repartir de quelque chose de factuel, de dire bah en fait, c'est pas je ressens que je mets plus de temps à le faire, c'est ah oui, on voit bien qu'en fait le processus est heurté et à un moment où c'est pas propre. Allons travailler ensemble. Autre cas d'usage, j'ai une application que je mets à dispo à mes fournisseurs ou à mes utilisateurs. En fait, je ne sais pas trop comment ils s'en servent et ce qu'ils en font réellement ou comment je pourrais leur rendre un service un peu plus sympa. Principalement, les retailers vers leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs doivent récupérer leurs factures, vérifier des choses, faire des arrêtés de compte, ainsi de suite. Ils ont des plateformes, bah, peut-être venir leur proposer de eux mettre en place des test planning pour comprendre comment eux travaillent sur mon outil pour que moi je puisse voir comment je peux l'améliorer demain. Tu identifies toutes les tâches qu'ils réalisent, comment ils travaillent avec ta plateforme et comment tu peux le faire. Et sinon, ça c'est un cas qui arrive aussi assez fréquemment, c'est j'avais une application, ça marchait plutôt bien, c'était pas génial. Je vais migrer vers une nouvelle solution, je voudrais vérifier que j'ai identifié comme mode de fonctionnement est bien celui qui les applique. Ça va être pendant la période où on vient de déployer la solution, ben, voir avec eux comment ils travaillent, comment ils font. Et si je vois que ça dérive par rapport à ce que moi j'avais identifié, ben, leur dire bah, attention, on va peut-être faire une petite piqûre de rappel sur la formation et sur comment utiliser l'application. Cette étape-là doit se faire de cette façon-là. Attention de ne pas faire ça parce que ça va avoir un impact sur la personne d'après. Voilà, repartir de choses factuelles et de traces de qu'est-ce qui a été fait, et pas de qui l'a fait, mais bien de qu'est-ce qui a été fait, pour leur dire bah, attention, on dévie par rapport à l'usage qu'on voulait avoir. Ça peut être complémentaire avec du process mining pour cette partie-là. Je vérifie avec mon process mining que ben, le changement de ma brique au milieu n'a pas changé mon process global. Et au-delà de ça, ça peut être sur les différentes tâches que réalisent mes collaborateurs. Ça correspond bien à ce que je voulais faire. Voilà, c'est aujourd'hui ces cas d'usage-là que moi en tout cas je rencontre avec mes clients et avec mes demandeurs. Et après, voilà, il faut imaginer, ça peut être vraiment très différent. C'est ben, je suis en train de me dire que telle tâche peut être automatisée. Ben, on va venir en amont, regarder comment elle est vraiment réalisée sur différentes équipes pour être sûr que le geste automatisé correspondra à l'usage global et pas non pas uniquement à la personne qui m'a défini le process au départ. Ça aussi, ça peut être pertinent. J'en ai pas en mode cas d'usage comme ça, mais ça pourrait être des cas d'usage concrets et fiables. Ok, on peut passer à la suivante. Je crois que c'était très clair, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. N'hésitez pas à soit à vous unmute ou laisser un message dans la conversation.
Alors, comment exploiter les différents résultats? Je crois qu'on a déjà vu un petit point ça dans la démo. Du coup, les résultats, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Principalement, on va pouvoir le pousser vers du Automation Hub pour dire j'ai un candidat, une automatisation, c'est ce geste-là. Donc on a regardé l'entièreté des traces, l'entièreté des processements d'ici. Sur ce graphe-là d'activité, donc cette variante d'activité, je vais prendre cette trace-là en disant cette trace-là va devenir mon candidat à l'automatisation au travers d'Automation Hub. Ou alors ce qu'on a dit tout à l'heure, j'exporte directement un PDD, j'exporte un bout de XAML pour faire quelque chose, j'exporte sous format de CSV. Même si ça, je suis pas sûr que grand monde l'utilise, mais pourquoi pas l'exporter en mode CSV pour avoir un petit tableau avec les différentes étapes, les captures et ainsi de suite. En tout cas, l'idée, c'est c'est entre guillemets plutôt de la matière qu'un résultat. C'est de la matière pour pouvoir travailler à améliorer mon processus, c'est de la matière pour proposer une automatisation, mais le résultat n'est pas OK, j'ai lancé mon analyse, j'ai mes listes de tâches, c'est bon, j'ai fini, mon projet est là. Non. Il faut derrière en faire quelque chose et en avoir un objectif de quelque chose. C'est-à-dire que j'ai lancé une analyse, j'ai la liste des tâches, je vois si c'est heurté, si c'est pas heurté, et c'est intéressant de voir s'il y a beaucoup de variants différents, si j'ai beaucoup de tâches avec beaucoup d'arrêts, des longueurs entre deux étapes. Là, ça devient intéressant de comprendre pourquoi et d'aller creuser, mais ça reste de la matière et quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler, vous poser et essayer de comprendre comment améliorer les choses derrière. Donc, c'est un projet qui est assez simple au niveau, en tout cas si on parle de la partie technique. Je liste mes utilisateurs, je liste mes applications. Potentiellement, j'ai 2-3 réunions pour leur expliquer comment l'installer parce qu'ils n'arrivent pas à l'installer. J'attends que le résultat, ou en tout cas que j'ai suffisamment d'informations, en tout cas suffisamment d'informations sur un certain nombre de personnes. C'est parce qu'une seule personne s'est enregistrée pour 10 000 clics que je vais avoir des choses qui sont cohérentes. Peut-être avoir au moins 5 personnes qui ont mis 1000 clics chacun, 1000 activités. Mais c'est pas là que ça s'arrête. Et là, j'ai juste le début de mon voyage vers comment j'améliore le process de manière globale. Et j'ai l'impression de parler tout seul. N'hésitez pas à me Non, couper, hein, j'ai l'impression de faire un petit monologue. non, t'inquiète. Donc là, on arrive à la fin de notre présentation. Est-ce que vous aurez des questions? Si vous pensez qu'on dit totalement des bêtises, hein, ça marche aussi. Salut, c'est Clarisse. Moi, j'ai une question sur la partie licence. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que donc, quand tu lances l'analyse, c'est 5000 units. Est-ce qu'il n'y a que ça en termes de licence, que ce soit pour 10 utilisateurs ou 50 utilisateurs qui sont derrière? Alors, les personnes que tu vas écouter, ouais, non, ils n'ont pas de licence à avoir. Sur la partie analyste, je ne voudrais pas me tromper. Pour moi, il n'y a pas de licence. Tu as, la licence analyste pour le process mining. Tu as la partie développeur pour le process mining, pareil. Pour le test mining, c'est vraiment, tu vas consommer de la unit au moment où tu vas lancer l'analyse. Mais pour moi, il n'y a pas de licence, entre guillemets, name user sur ce sujet-là. Ok, ça marche. Merci. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Je revois mon petit slide avec les différentes licences utilisateurs pour être sûr. Mais... Ouais. Alors, en plus, je l'ai ouvert quelque part. Attendez. Ah, t'inquiète, hein, il est dans mon historique, c'est dans les outils qu'on trouve tous les 2 jours. Ouais. Non, hier, Bah, j'ai fait une petite explication sur la consommation des AI Unity hier, c'est pour ça. ah ouais? Ah bah ouais, ça commence à être pas si simple, hein. Non. Du coup, attends, je réponds juste. Flex AI Unit Build. Ah oui, donc, du coup, Clarisse, ta question, c'était pour quel type de licence? Comme ça, je te donne une réponse correcte. C'est plus qu'est-ce qu'il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Alors, moi, j'ai la UiPath Flex AI Unit Bundle. Il y a 60 000 AI units. Oui, Euh, c'était ma question en fait, c'était s'il y avait que en Unity, il n'y avait pas de licence complémentaire à avoir. Alors je pense qu'il y a des licences je crois que complémentaires, si. c'est si tu veux utiliser le Assisted Test Mining, mais qui est la même chose que pour le test capture. Tu sais. Les deux sont dans la même typologie de licence, tu sais, tu as Ouais. besoin d'une clé globale. Ok. Et voilà. Je crois que tu peux même en acheter que des AI units. Enfin, Ouais, pardon, tu peux les acquérir que AI des units, AI du units. coup, c'est pour la partie unassistée. Ouais, Donc en fait, exact. tu vas pousser le client, enfin
l'application que j'ai montré tout à l'heure, le task mining sur le poste, les utilisateurs, ils ont rien besoin, ils vont juste devoir se connecter à l'orchestrateur, mais sans licence. Mais derrière, s'ils veulent faire du assisted, je pense que c'est lié à avoir la partie task capture aussi. Mais pour le coup, du coup, à partir du moment où tu as un orchestrateur et au moins une licence, ça descend. Il n'y a pas, entre guillemets, de licence spécifique à avoir. À partir du moment où tu as de l'AI unit, tu vas pouvoir le faire. Et après, pour les bundles, hein, pour information, il y a le bundle à 60 000 unités, mais Ouais. ça va jusqu'à 50 millions d'AI units que vous pouvez acheter, hein. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent sur votre PEL, hein, 3 millions d'euros qui traînent, n'hésitez pas. Catalogue, bien sûr. Non, mais voilà, faut imaginer, hein, selon votre usage d'IA, est-ce que vous faites des activités IA gen sur vos process qui sont déjà déployés, vous faites du document signing, un peu de process mining ou autre, en fait, vos unités vont être consommées par plein d'endroits différents. Tout le fait qu'ils ont créé un très bon dashboard pour voir la consommation des AI units, c'est plutôt pas Ouais. mal. Mais voilà, donc après, il faut se poser la question de quels sont mon usage aussi autour pour être sûr que quand j'ai acheté mes bundles en début d'année, j'aurai bien encore mes 5000 unités au moment où je vais leur lancer mon analyse. Bien anticiper cette partie-là. Après, il faut garder en tête qu'on a différents outils qui utilisent différents API units et bien évidemment, leur quantité varie en fonction de vos données. Donc là, par exemple, pour quelques autres utilisations, 3000 units est assez large, enfin, c'est assez suffisant pour votre utilisation quotidienne. Après, là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, malheureusement, c'est 5000 AI units. Ça fait quand même un assez gros paquet. Et de ce que je vois là, si vous avez la plateforme UiPath Platform Advanced License, vous en avez déjà inclus avec 300 000. Donc, regardez ce que vous avez comme licence dans votre société ou si vous en avez une à votre nom. Et ça se trouve, vous avez des units inclus avec votre licence à utiliser par mois. D'autres questions à côté des licences? Ah, je crois, Hugo, que tu as été très clair dans ta présentation. Je les ai endormis, c'est possible. Aussi. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on pourrait s'arrêter là. Donc, je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette présentation autour du task mining. Oui, task mining, je dis pas de bêtises. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets si vous avez des sujets que vous voulez qu'on regarde plus en détail, que ce soit du task mining encore une fois ou process mining, et de rejoindre notre communauté et poser vos questions et de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Merci encore et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.